Si. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel. La blague, je vais quand même commencer par la blague. On dit souvent que être entrepreneur, c'est vraiment une blague ballot. Hein. Être entrepreneur, c'est sauter d'un avion sans parachute et penser que on va réussir à le construire avant d'atteindre le sol. Plus prosaïquement, là, j'ai l'impression que être entrepreneur, c'est penser qu'on va pouvoir voir ses notes et finalement se rendre compte qu'on ne va pas les voir. Je vais essayer de vous parler d'impact aujourd'hui. Dans le premier cas, on cherche à éviter l'impact. Dans le deuxième, je vais essayer d'en avoir. Donc, je m'appelle Emmanuel, je suis entrepreneur depuis toujours. Et j'ai monté il y a quelques années un fonds d'investissement à Madagascar, Miracap, dont la mission est de financer, d'accompagner et de promouvoir les entrepreneurs. Entreprendre, c'est terriblement difficile, c'est un combat. Et pourtant, c'est possible. Mais entreprendre, c'est s'engager dans la voie des nuits sans sommeil, c'est espérer le profit, un jour peut-être, mais c'est surtout prendre les problèmes tous les jours, de manière certaine. Et pourtant, des entrepreneurs, il en faut. On y reviendra tout à l'heure, il en faut beaucoup. On peut faire une petite pause. Est-ce que ceux qui sont entrepreneurs ou ceux qui veulent être entrepreneurs dans la salle peuvent lever la main? Ok, on verra si c'est toujours le cas dans 15 minutes. Je pense que dans la salle, vous faites partie des jeunes qui sont équipés pour devenir entrepreneurs. Et c'est indispensable. Monsieur le président du CIM, tout à l'heure, parlait de grands frères. J'aime beaucoup l'expression. Je pense qu'on est ici des grands frères. On est là pour des grands frères et des grandes sœurs d'ailleurs. On est là pour... et d'ailleurs, on peut être le grand frère d'une petite sœur. C'est important. On peut transmettre aussi entre les sexes et je crois que Julia l'a magnifiquement montré. J'ai perdu le fil, désolé. Vous faites partie de ces jeunes qui sont équipés. Nous, on est des grands frères, on est des grandes sœurs. En fait, on est là un peu aujourd'hui pour vous inspirer modestement, pour vous donner quelques outils. Et peut-être aussi, et c'est un de mes combats, pour essayer de construire ensemble un écosystème favorable pour que les entrepreneurs puissent émerger. Moi, je suis né à Marseille, d'un père métis grec malgache, original. On avait une fille du Sud, une fille du Nord. Moi, ça se voit pas, mais je suis un garçon du Betsileo. Et ouais. Mon père, grec malgache, il a débarqué à Marseille pour faire ses études. Il a rencontré ma mère, une Tunisienne, qui était arrivée en bateau, avec ses parents, avec sa petite sœur, avec quelques valises, partis en exil de Tunisie dans les années 60. Ils se sont rencontrés là. Ils ont fait leurs études, un bout de chemin ensemble. Et mon père, semble-t-il, très convaincant. Beaucoup plus convaincant que moi. Moi, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai réussi, mais j'ai mis beaucoup de temps. Mon père, très convaincant, a convaincu ma mère de le suivre. Ils sont arrivés à Madagascar, en 83. On s'est installé à Fianarantsoa, c'est là-bas que j'ai grandi. Moi, j'étais fils unique, alors en fait, on dit Fianarantsoa, c'est Fianarantsoa, la ville où on apprend le bien. Moi, ce que j'ai appris à Fianarantsoa, c'est à m'occuper tout seul, avec des choses simples. Je jouais un peu au tennis. Je regardais de temps en temps les matchs sur Roland-Garros. Je ne sais pas, pour ceux qui ont mon âge, moi j'ai 41 ans. Sur TVM, à l'époque, il y avait deux trucs. Il y avait la météo, Roland-Garros. Il y avait de temps en temps les infos. Voilà. Quand on regardait la télé, c'était tout. On n'avait pas de téléphone, donc c'était un peu compliqué, quoi. Je faisais du vélo, j'élevais des canards. C'était mon premier business. À 12 ans, j'élevais des canards. Puis j'avais un business plus lucratif, mais celui-là, je le faisais en cachette. J'élevais des coqs de combat. Et puis, en fait, adolescent, j'ai quitté Fianarantsoa tout seul, à 15 ans. Mes parents sont restés à Fianarantsoa. Et en fait, ça a coïncidé avec le moment où ma mère est devenue entrepreneur. Elle a commencé par reprendre la gestion de l'hôtel familial. On fait tous notre pub, l'hôtel Kotsoyanis, Fianarantsoa.
Il paraît que c'est les meilleures pizzas de la RN7. Je ne sais pas qui les a goûtées, moi je confirme. Surtout, parce qu'elle s'enferme. En fait, mes parents se sentaient à l'étroit dans ces murs à Fianard. Vous le savez, pour ceux qui y sont, c'est une ville incroyable quand on apprend à la connaître, mais parfois un petit peu ennuyeuse. Enfin bon, ils avaient eux aussi envie de beaucoup de nature. Et en fait, ma mère, elle a pris la direction. Ma mère a été prof de français au collège avant, puis elle est devenue hôtelière. Et elle a pris la direction de cet endroit incroyable, un des endroits les plus magiques de Madagascar, dans la vallée du Tsaranour, à 70 km au sud de Fianarantsoa, un peu à l'est d'Ambalavo, après un périple un peu compliqué. En fait, mon père a décidé d'y construire un écolodge, dans une vallée où il y avait à l'époque 50, 60 000 habitants qui vivaient du riz et du zébu, dans une quinzaine de villages, une vingtaine de villages. Moi, c'est là-bas que j'ai grandi, au pied de ces montagnes-là. On ne le sait pas, mais en fait, vous avez la chaîne de Landjinch, où il y a le pic Bobi, qui est le sommet de Madagascar, et en face, vous avez le Tsaranour, cette incroyable falaise de granit, qui fait partie des 3 plus hautes falaises du monde. Alors moi, j'ai vu défiler des alpinistes, des sportifs de l'extrême, des base jumpers. Il y a des gens qui ont sauté du haut de ces falaises. Moi, j'étais complètement fasciné. Et là-bas, j'ai découvert... on revenait sur la slide tout à l'heure, il y avait des gants de boxe, mais d'une manière générale, moi, j'aime bien quand c'est dur. J'ai découvert là-bas la montagne. Alors, la montagne, c'est quoi, surtout là-bas? La montagne, c'est se lever vers 4 heures du matin, c'est monter un peu à la fraîche, à 4h30, 5h, et puis en fait, la fraîche, elle dure jamais très longtemps sur les hauts plateaux. Le soleil, il tape bien fort, donc on galère, les muscles, ils souffrent, les articulations, elles souffrent. On transpire, c'est dur, ça dure des heures et des heures et des heures. Moi, j'aimais ça. Et puis surtout, ce que j'aimais, c'était arriver au sommet. Et là, c'est fou. On voit à l'infini, on voit la puissance de notre environnement et on sort de soi. Alors, ça ne dure pas très longtemps, parce qu'en fait, après, il faut redescendre. Et là, on a encore plus mal aux genoux et aux jambes. Et moi, ce que je retiens, c'est que même les plus hauts sommets, les plus durs à gravir, même les plus belles victoires, en fait, elles ne durent pas très très longtemps. Il faut se remettre au boulot. Bon, après, j'ai quitté Fianard. Je suis allé à Tana, vite fait. Et puis, j'ai pris l'avion. Alors, moi, ce n'était pas la première fois, mais je ne le prenais pas souvent quand même. Je suis parti à Paris et là, j'ai fait un cursus qu'on qualifie de classique. Enfin, classique quand on est parisien, c'est un peu moins classique quand on vient de Fianard. J'ai fait une prépa HEC, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait Sciences Po. À Sciences Po, j'ai passé, pour la première fois, je suis passé sur le grill d'un grand oral incroyable avec 3 personnes incroyablement inspirantes. Et en face de moi, il y avait Bernard Maris. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Bernard Maris. Bernard Maris, c'était un économiste très divergent, très déviant, très iconoclaste, très drôle par ailleurs, mais très brillant. Et Bernard Maris, il écrivait dans Le Canard enchaîné et il écrivait aussi dans Charlie Hebdo. Il s'est fait assassiner 3 ans après mon oral par les terroristes au siège de Charlie Hebdo. Moi, je disais à Bernard Maris, je lui disais, moi, je suis animé par 2 valeurs, la liberté et le progrès. J'avais 25 ans. Et ces 2 valeurs, moi, je les retrouve d'abord et avant tout chez les entrepreneurs. Moi, je veux être entrepreneur parce que les entrepreneurs, c'est des gens libres et c'est ceux qui font progresser le monde. Je ressortais la phrase d'un autre économiste, Schumpeter, qui disait « Les entrepreneurs sont les héros solitaires de la croissance ». On reviendra à ce terme solitaire. Je suis convaincu que les entrepreneurs sont ces héros solitaires du développement, ces héros du quotidien. Bon, après, j'ai pas fait que ça à Sciences Po, je me suis roulé dans la boue avec les copains, on parlait de rugby, j'en ai beaucoup fait, et d'ailleurs, je crois que la plus belle rencontre de l'association Terre en Mêlée est née chez moi, à Salary-Bay, sur un terrain de rugby, et que je ne devais pas être très très loin. Bon, je suis sorti de Sciences Po, et en fait, à 28 ans, j'ai créé ma première boîte. On vient à l'entrepreneuriat. Ça s'appelait les Dîners d'Héloïse. Les Dîners d'Héloïse, c'était une start-up de chefs cuisiniers à domicile. On avait une cuisine centrale. J'étais associé avec une chef qui avait fait des superbes formations de chef cuisinier. On avait une cuisine centrale, un laboratoire, on appelait ça. Et en fait, tous les matins, on achetait les marchandises. Il y avait des gens qui préparaient un certain nombre de choses. Et puis, à 16h, il y avait des chefs, plein de chefs. À la fin, il y en avait 50, 60 qui arrivaient tous les soirs
avec leur petite voiture ou leur petite moto, et ils récupéraient des super beaux produits qu'on avait achetés pour eux, et ils allaient les cuisiner à domicile chez des gens à Paris. Ça a super bien marché, on est devenu leader en France. Alors c'était une petite boîte, mais en fait on a dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires la 2e année d'existence, sans avoir levé de fonds. Aujourd'hui, une start-up, c'est une boîte qui lève des fonds. Bon, avant, il fallait faire du chiffre d'affaires avant de lever des fonds. Nous, on a essayé de faire un peu ça. Ça a bien marché, et en fait, avec mon associé, elle s'appelle Joyce, ça a été la plus belle rencontre professionnelle de ma vie. On reste aujourd'hui, on n'est plus associés, mais on reste très très amis. On s'est mis globalement, en fait, ça avait bien marché la première fois. C'était un peu frénétique après, on s'est mis à lancer un projet tous les 3 mois. En gros, pendant 5 ans. Ça fait beaucoup de projets, je vais vous en citer quelques-uns, mais pas beaucoup. Ça, c'était les dîners d'Héloïse. On a monté un traiteur. Ce traiteur, il s'appelait Palais Royal. Alors, le marché du traiteur en France, vous avez 3-4 grands noms. Ils ont tous été traiteurs de Louis XIV. Vous avez Dalloyau, Potel et Chabot, Le Nôtre. Nous, on a monté Palais Royal. Bam! Et on va aller concurrencer les gars qui étaient les traiteurs de Louis XIV. Et bien, figurez-vous que ça a marché. On faisait des centaines de repas tous les jours, parfois des milliers. Une fois, on a fait un dîner assis de 2500 personnes pour les studios Universal. J'ai vu Johnny Depp. Ça, c'était cool. Après, on s'est mis à faire des choses encore plus folles. On a trouvé un ancien garage Renault construit dans les années 20. Il était pourri. Il y avait de l'essence partout, par terre, sur les murs, il n'y avait pas de toit. Par contre, il était bien placé en face du Palais Royal, près du Louvre. On a construit ça. Une salle de réception, la première salle de réception, 100% éco-responsable en France. C'est quoi une salle de réception éco-responsable? Je vais vous donner 3 trucs. Vous allez dire, c'est la folie. Les parquets que vous voyez là, on est allé les acheter en Bourgogne, dans une forêt durablement gérée. À l'époque labellisé PEFC. On est allé chercher le bois qu'on voulait dans une forêt dans laquelle on savait que les chênes allaient être plantés. Après, on a mis en place un système d'éclairage à basse consommation. Je pense qu'on a été parmi les premiers lieux de réception en France à utiliser 100% de LED. Aujourd'hui, les LED, tout le monde fait du LED. Bon, bah, à l'époque, il y avait des projecteurs partout ici. Il y en a encore un peu, encore que c'est peut-être du LED. Et en fait, il faut savoir qu'un LED, ça consomme 3 watts. Une ampoule, ça en consomme 60. On avait une salle qui consommait 20 fois moins d'énergie en électricité que les autres. Bon, ça, c'est facile. Le vrai gros truc qu'on a fait, c'est que dans cette salle, il fallait la chauffer et mettre la climatisation. Pour climatiser une salle comme ici, je vous invite à monter sur le toit. Sur le toit, c'est blindé de groupes qui permettent de rafraîchir cette salle. C'est une consommation d'énergie de malade. Et bien nous, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il faut toujours climatiser une salle, parce que vous êtes tous des petits radiateurs. Vous émettez tous 50, 60 watts, donc la salle, elle est hyper chaude après. Donc il fallait la climatiser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Armageddon. Dans Armageddon, il y a des gens qui font des forages. Et ben nous, dans Paris, on a fait 2 forages géothermiques à 45 mètres, des énormes forages pour récupérer l'eau des nappes phréatiques et pour l'envoyer dans les circuits de refroidissement pour pouvoir faire de la clim en circuit fermé sans consommation d'énergie. Bref. Après, on a enchaîné, on a monté un resto, 2 restos, 3 restos. À la fin, il y avait un groupe qui faisait 150 personnes, qui doublait de taille chaque année, qui s'appelait Antilope. Antilope avec un S. Pourquoi Antilope? Parce que moi, je viens de Madagascar, il n'y a pas d'antilope. Mais je voulais un truc un peu exotique. Et surtout, je trouvais que une antilope, c'est un animal qui est léger, qui est gracieux. Mais en fait, un troupeau d'antilopes, c'est la folie. Vous n'êtes jamais passé sous un troupeau d'antilopes. Et j'espère pour vous que vous passerez jamais, parce que ça rase tout sur son passage. Et donc, en fait, on a monté Antilope. Et en fait, ça se passait pas mal pendant quelques années. Je ne vais pas me glorifier tout le reste de l'intervention. On a commencé à connaître des vraies difficultés. Si vous vous lancez sur la voie de l'entrepreneuriat, ces difficultés, vous les connaîtrez un jour. Nous, globalement, on avait grandi trop vite. Ça, c'est clair. On s'était endetté. À l'époque, la dette n'était pas très chère en France. On avait 10 millions d'euros de dette pour construire le groupe. La culture d'entreprise, elle avait évolué. Moi, à la base, je dirigeais une start-up. Les dîners d'Héloïse, on avait un petit atelier. Les chefs, on les connaissait.
Puis ça s'est transformé en une entreprise de taille intermédiaire, presque une grosse boîte. On avait 150 personnes, moi je ne connaissais pas tout le monde dans la boîte. Je pense, et on y reviendra peut-être, je pense que j'étais trop jeune. Je pense que je n'étais pas suffisamment outillé pour gérer ce changement d'échelle. Gérer les départs qui arrivaient parce que, en fait, quand vous avez monté une boîte et que c'est frénétique, les gens, ils vous prennent pour waouh, Emmanuel Kotsoyanis, le patron d'Antilope, c'est la folie. Mais sauf que dès qu'on rentre dans le dur, alors là, la crédibilité, on la perd très vite, très très vite. Et d'ailleurs, probablement, la crédibilité du départ était un peu usurpée. Ça devient très dur. Moi, j'ai un associé qui est parti, j'ai des collaborateurs qui nous ont quittés. Franchement, on a failli fermer la porte. Sur le plan personnel, au même moment, j'ai vécu le plus grand des bonheurs, la naissance de ma fille, Juliette, et d'autres accidents de la vie beaucoup moins heureux. Ça a été la tempête, professionnelle, personnelle. On est rentré dans le dur, et en fait, j'ai réussi à sauver le groupe. J'ai bossé comme un damné, je rentrais à la maison à 23h, je repartais à 5h du matin. J'ai essayé de garder la confiance de mes collaborateurs d'abord, parce que c'est ça le plus important. Une boîte, c'est pas vous. Une boîte, c'est les gens avec qui vous bossez. Vos collaborateurs, vos clients, vos fournisseurs, même les banquiers. Et Dieu sait que les banquiers, on leur a fait du mal. Mais même les banquiers, j'ai réussi à garder le dialogue et la confiance. Et à ce moment-là, en fait, c'était le moment, je crois, j'avais 30... ça a duré 3 ans, cette tempête, j'avais 34 ans. J'ai commencé à me poser des questions, en fait, les vraies questions, des questions personnelles. Quel père voulais-je être? Quelle contribution voulais-je apporter au monde qui sera celui de ma fille? Et en fait, quelle contribution pourrais-je apporter à mon pays, Madagascar? Alors je suis rentré. Je suis rentré en 2017. Et là, j'ai créé Miracap, un fonds d'investissement à impact, dont la mission, elle est simple. Tout à l'heure, on parlait d'entreprise sociale. Miracap, c'est une entreprise sociale. On disait que les entreprises sociales peuvent faire des profits. Miracap espère faire des profits un jour. Aujourd'hui, on en est loin. Mais on espère en faire beaucoup, on espère les redistribuer, on espère les réinvestir. Notre mission, c'est une mission sociale. Notre mission, c'est de contribuer au développement économique et social de Madagascar en accompagnant, en finançant et en assurant la promotion d'entrepreneurs, d'entrepreneuses ambitieux et responsables. Concrètement, en fait, moi, il y a un truc qui est le truc qui m'obsède. C'est que dans les pays qui sont développés en Europe, vous avez 80% des emplois qui sont créés par les PME, les petites et moyennes entreprises. À Madagascar, il y a 1 million d'emplois salariés, il y a moins d'1 million d'emplois salariés formels dans un pays de 27 millions d'habitants. Et les PME, franchement, elles n'intéressent pas grand monde. Mais vraiment, d'un côté, vous avez les grands groupes qui marchent bien, ou pas d'ailleurs, mais qui ont accès au financement, qui ont accès à la visibilité, qui ont accès aux compétences. C'est beaucoup plus facile pour un grand groupe de recruter que pour une PME. Or, c'est comme ça qu'on se développe, c'est en attirant les talents, les compétences. Et de l'autre côté, vous avez le secteur informel. 80% de l'économie malgache, si ce n'est pas 90%, c'est le secteur informel. Et le secteur informel, évidemment, il faut vivre avec, évidemment, il faut le soutenir. Mais ce n'est pas lui qui permettra à notre pays d'émerger et de se développer. Alors nous, on a décidé de s'intéresser aux PME. Voilà, c'est clair. Moi, je fais que de la PME, c'est mon dada. Il y en a qui aiment les glaces, moi j'aime les PME. Les PME, on en a financé une dizaine ces 6 dernières années. On a investi 6 milliards d'ariars ces 3 dernières années pour accompagner une dizaine de PME. On a financé Vatel Madagascar. On parle d'enseignement. Il n'y aura rien sans progrès de l'enseignement dans un secteur qui est clé pour Madagascar, de l'enseignement et de la formation, le tourisme. On n'arrivera jamais à développer une industrie touristique si on ne met pas au niveau les compétences et les talents qu'on a à Madagascar. Donc Vatel, c'est une école de management en hôtellerie, en restauration et en tourisme qui propose un cursus de bachelor payant
Et en parallèle à ce cursus de bachelor, qui a monté un centre de formation professionnelle entièrement gratuit à Murundav, dédié à des personnes issues de milieux vulnérables, avec cet objectif de leur apprendre les bases du métier du tourisme, de la restauration. Comment porter une assiette, comment répondre à un client, en chinois, parfois. Et en fait, Vatel, pendant la crise Covid, ils ont formé 400 étudiants dans le master et le bachelor. Ils en ont formé 120, ils en ont inséré 120 gratuitement dans ce centre de formation professionnelle. On a financé aussi Iron Technology. Iron Technology, ça a été mon choc de la PME malgache. Ils étaient dans la vallée village, sur la route circulaire. C'était une boîte qui faisait du développement informatique montée par un malgache brillant de la diaspora, Rantanjan Bululun. Je suis rentré dans cette boîte, il n'y avait pas de porte. Ils faisaient du développement informatique, ils avaient 2 ordinateurs pour 3. Ils n'avaient pas de comptable. Ça sentait la frite parce qu'il y avait un fast-food à côté. Eh bien, ils voulaient développer une boîte incroyable. 2 ans plus tard, ils sont 160. Ils sont dans un immeuble en verre sur Ankurunjan et c'est en passe de devenir un des leaders du développement informatique à Madagascar. Pourquoi ? Parce qu'ils ont su attirer des compétences. On a investi dans Apempec, une institution de microfinance qui fait des prêts de moins de 2 millions d'ariars à des micro-entrepreneurs informels. On en parlait tout à l'heure. L'informel, évidemment, il faut vivre avec. Évidemment, il faut le financer. Alors, cette institution de microfinance, elle finance tous les jours des entrepreneurs dont 70% sont des femmes, des petites gargotières, des agricultrices, des éleveuses. Une femme que j'ai vue à Nouzat il y a 15 jours qui vend de la peinture pour voiture. Des petits entrepreneurs, ces fameux héros solitaires de nos quotidiens. Et bien à Pempec, pendant la crise Covid, ils ont financé 2000 entrepreneurs et ces 5 prochaines années, ils vont en financer 20 000. Ça, c'est ce qu'on fait en capital. Le capital, je ne vais pas m'éterniser, mais en gros, on investit dans une entreprise, on devient associé. On n'est pas des banquiers, on n'attend pas des taux d'intérêt. On devient associé. On rentre dans les boîtes et en fait, quand ça marche, on est avec l'entrepreneur pour partager et quand ça ne marche pas, on est avec l'entrepreneur pour soutenir. C'est ça notre vision du capital. Alors le problème, c'est que ça ne marche pas pour toutes les entreprises. Parce que déjà, tous les entrepreneurs ne veulent pas ouvrir leur capital. Tous les entrepreneurs ne sont pas prêts pour discuter avec un investisseur. Et puis, tous les profils d'entreprise ne se prêtent pas à investir, à passer énormément de temps dans une société. Parce que finalement, si vous montez une boîte qui atteint 50 millions d'ariars un jour, c'est un business incroyable qui vous fera vivre un paquet de gens autour de vous. Mais en fait, un investisseur en capital qui va passer pas mal de temps dans cette boîte, en fait, il ne pourra pas trouver son modèle économique. Et ça, c'est rageant. Alors, on s'est dit qu'il fallait qu'on arrête de faire que du capital. On a développé de nouveaux outils parce que je vous rappelle, notre mission, c'est de contribuer au développement de Madagascar. Ce n'est pas d'être investisseur. Donc, on est allé voir les bailleurs, on leur a dit, vous savez, nous, les PME, on les connaît. On a besoin d'argent, cet argent, on va bien le mettre. Alors, on a travaillé avec l'AFD, l'Agence française de développement, pour financer des startups technologiques à Madagascar. Mathina vous en parlera tout à l'heure, un parcours remarquable. Je voudrais en parler de 2 autres. J'aurais bien aimé parler de Mathina, mais elle parle mieux d'elle que moi d'elle. Moi, je voudrais vous dire qu'on a financé 2 boîtes à Madagascar avec ce programme. On a financé une boîte qui s'appelle Smart Predict, qui fait de l'intelligence artificielle. Franchement, si on m'avait dit qu'on pouvait faire de l'intelligence artificielle à Madagascar et aller se mettre en concurrence sur certains de leurs marchés avec Amazon, je me serais dit c'est de la folie. Et bien aujourd'hui, ils sont 30. Ils ont levé des fonds, ils ont développé un algorithme d'intelligence artificielle qui permet rapidement et gratuitement d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire des prédictions dans les entreprises. C'est ça aussi l'impact. L'impact, ce n'est pas que d'aider les plus défavorisés, c'est fondamental. Mais l'impact, c'est de mettre Madagascar sur la carte des pays qui gagnent. On a financé Dzirouvé aussi, il y a Rick qui est dans la salle. Rick, il est... En fait, c'est marrant parce qu'on n'a pas tous des émotions sur les mêmes choses. Et moi, je vous disais, les PME, c'est mon truc, donc j'ai un peu d'émotion. Rick, avec Dzirouvé, tous les jours, il éclaire. Il loue des lampes à 250 ariars par jour. Vous imaginez ? Il apporte de la lumière à des foyers qui ne sont pas en ville, qui sont dans des zones périurbaines,
avec une solution qui est incroyable, de petites lampes avec des powerbanks qui sont rechargeables en solaire, distribuées par des petits franchisés. Vous savez, les petits franchisés de RIC, c'est ceux qui vendent des cacahuètes dans les petits villages. Des fois, ils vendent des bières chaudes. Et ben maintenant, ils ont 250, 300 lampes solaires qu'ils apportent chez ces gens qui n'avaient jamais vu la lumière avant. Si, ils avaient vu la lumière. La lumière, c'était les bougies qui envoient des gaz toxiques toute la soirée pendant que le gamin ou la gamine essaye de faire ses devoirs. Je crois qu'aujourd'hui, le chiffre, c'est 15 000. C'est 15 000 lampes tous les jours. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 15 000 lampes. En fait, c'est 70 000 personnes qui ont la lumière tous les jours. C'est ça aussi qu'on essaye de faire. Alors, finalement, moi, je voudrais revenir à une question. Pourquoi faut-il soutenir les entrepreneurs à Madagascar? En fait, non. Parce que ça, il n'y a pas de débat. La vraie question, c'est pourquoi faut-il mettre l'entrepreneuriat au cœur de la stratégie de développement de notre pays? Ça doit être le pilier. Pas un des piliers, ça doit être le pilier. La réponse, elle est simple. C'est pour créer les 10 millions d'emplois dont notre pays a besoin pour arrêter de régresser chaque année jusqu'à finir par exploser. Le problème, il est évident. Il y a 100 grandes entreprises à Madagascar. Ces 100 grandes entreprises qui ont un impact incroyable. Le but n'est pas de monter les grandes contre les petites. Ces 100 grandes entreprises, elles sont indispensables. Elles font des débouchés, elles mettent Madagascar sur la carte des pays qui gagnent. Elles font des choses, elles font de la formation, elles se structurent de plus en plus, elles gagnent des marchés à l'international. C'est formidable. Mais ces 100 grandes entreprises, elles font 200 000 jobs. 200 000 emplois. Et nous, il faut qu'on en crée 10 millions. Alors elles vont doubler de taille, elles vont tripler de taille, peut-être qu'elles en auront 1 million. Mais ça ne sera pas la solution. Et la solution, ce n'est pas non plus le secteur informel. Parce que le secteur informel, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est faire vivre 80% des Malgaches avec moins de 2 $ par jour. C'est ça qu'il réussit à faire, le secteur informel. Alors il faut l'élever, il faut l'accompagner vers la formalisation, il faut l'accompagner vers la structuration. Et bien nous, ce qu'on pense, moi, ce que je pense, c'est que pour créer ces 10 millions d'emplois, on peut le faire. Il faut aider à la création de dizaines de milliers d'entrepreneurs, peut-être même des centaines de milliers d'entrepreneurs, pour faire ces dizaines de milliers d'entreprises. Il y en a encore parmi vous qui sont chauds pour être entrepreneurs? Ok, c'est bien. C'est bien parce que moi, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il n'y aura pas de développement économique et social à Madagascar sans la création de dizaines de milliers de nouvelles entreprises qui créeront les 10 millions d'emplois dont notre pays a besoin. Merci. Merci beaucoup Emmanuel Kotsoyanis de chez Miaracap, qui est un grand partenaire également de cet événement.